Bonjour à tous, bienvenue dans la saison numéro 2 de Soulstone et Charentaise avec Zex. Salut Zex, comment ça va? Hello Dream, ça va bien, voilà, c'est la rentrée, on est le 22 août aujourd'hui. Tout à fait, et c'est la nouvelle édition. C'est pour ça que nous allons découper Soulstone et Charentaise en saisons, parce que tout ce qu'on a fait précédemment ne sert quasi plus à rien. C'est ça. Et du coup, on va le supprimer, je propose. Non, on va le garder, ce sera les archives secrètes de Soulstone et Charentaise. Je suis pas certain de qualité. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Donc déjà, effectivement, on finit la bêta. On a eu de longs mois de bêta, on était tous les deux dans la bêta fermée. L'idée, c'est pas de dire ce qu'on pense du jeu, mais qu'est-ce que toi, tu as pensé, en gros, de la bêta et d'où on en est aujourd'hui? On a déjà parlé sur Discord, globalement. On a été donc embarqué, je crois, c'était fin janvier, fin février, je sais plus exactement, je crois fin février peut-être, dans la bêta. Je venais de terminer le tournoi de Paris, l'Open de Paris, donc ça doit être fin février, un truc comme ça. Et du coup, on a vu un peu l'évolution, on est pas mal actif au départ. Perso, j'ai lâché un peu l'affaire entre, je crois, fin mai et maintenant. Il y a eu un côté un petit peu lassitude et épuisement moral, pour être honnête, de mon côté. Par rapport à ce que j'ai pensé de la bêta, je trouve que c'était hyper ballsy. Finalement, je suis assez content du résultat. J'ai beaucoup râlé, je suis assez content du résultat final. Je retrouve mes sensations. En fait, à un moment, je les ai perdues. C'était un peu le dur de la bêta où je trouvais que le jeu marchait plus trop bien. Il manquait des mécaniques qu'ils ont réintroduits, qu'ils sont introduits simplement après coup. Mais je pense qu'il a fallu pas mal de temps de mon côté pour oublier ce que je connaissais en fait et considérer la bêta un peu comme comme un jeu un peu différent, pas vraiment une évolution mais une réécriture en partie. Et ce que je pense par rapport à un peu à l'équilibrage rapidement, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il lui aura manqué quelques mois, où j'aurais préféré plutôt qu'il continue un petit peu le polissage avant de rendre la bêta publique, ce qui a créé beaucoup de bruit. Et clairement l'équilibrage était pas assez bon, je pense, pour rendre le tout public. Voilà, je pense que ils auraient gagné en tout cas à faire une bêta fermée 2-3 mois plus longue. Alors peut-être, mais au final, t'es quand même plutôt satisfait d'où le jeu en est aujourd'hui. Ouais, complètement. Je suis assez hypé. En vrai, je me suis réchauffé il y a 2-3 semaines avec à la fin de la bêta. Donc, normalement, on pouvait à partir de là commencer à réfléchir sur des bases solides qui n'étaient pas supposées changer avant au moins 6 mois, probablement un an. Il y avait plus ce côté un peu emmerdant et même de se dire que quelque chose n'était cassé, il fallait aller faire un rapport de bataille d'un truc que je ne voulais pas jouer déjà de base pour expliquer à quel point c'était pourri ou que c'était craqué. À contrario, c'était un peu fatigant, épuisant moralement. Ouais, mais ça, c'est un peu le jeu de la bêta, c'est jamais très agréable à jouer. J'étais en surchauffe, donc j'ai préféré simplement m'éloigner du jeu pour faire d'autres trucs. Ouais, j'ai vu la même chose. Et du coup, j'ai un peu parlé pendant 5-6 minutes, ton côté. À peu près pareil, c'est vrai que j'ai lâché au bout d'un moment. Là, je retrouve le jeu. Les sensations sont très différentes et en fait, pour l'instant, je découvre. Je réapprends le jeu et j'ai pas grand-chose comme avis puisque j'ai très très peu joué ces derniers temps. J'ai fait 2 parties depuis la version à peu près finalisée des figues, donc je me réserve pour un peu plus tard. Et voilà. Mais globalement, ce que je retiens de la bêta, c'est qu'ils ont essayé d'écouter ce que les gens disaient, donc notamment sur le fait de justifier un peu leur choix, de donner une direction à là où ils allaient. On sent qu'ils ont fait en sorte de se garder beaucoup plus de liberté pour la suite. Ouais. Ils sont donné beaucoup de design space, des choses comme ça, donc voilà, je trouve que ça s'est plutôt bien passé quand même. Forcément, c'est pas parfait, mais c'est dur d'avoir une bêta parfaite, et donc voilà. Je pense qu'ils ont réduit la gamme en fait, quand tu vois, enfin ils ont pas réduit la gamme, ils ont réduit le nombre de références partagées par mot-clé, et donc finalement mécaniquement réduit le nombre d'options par mot-clé pour se laisser aussi la possibilité, je pense, de produire de nouvelles figurines et de les vendre simplement. Oui, forcément. À un moment il faut qu'ils renouvellent, et là le fait d'avoir des resculs, des choses comme ça permet de revendre des figues, c'est ça. Sans rajouter forcément beaucoup d'unités. Alors du coup, de quoi on va parler? Je pense que un truc que j'aimerais faire, et c'est ce que je te disais avant de commencer à enregistrer, c'est plutôt que de donner en fait un ressenti sur le jeu ou quelque chose comme ça, parce que pour l'instant, ni toi ni moi nous sentons peut-être légitimes, c'est de lancer des sujets un peu concrets.
c'est-à-dire discuter de points particuliers qui nous ont marqués ou qui nous semblent importants ou juste qu'on a envie de discuter. D'ailleurs, on pourra inviter des gens pour parler de sujets, mais des trucs un peu précis. Et donc toi, quelque chose que tu m'avais dit qui était vachement important, qui t'avait marqué, c'était notamment les décors. Et t'avais démarré cette discussion en me disant que, selon toi, avec le changement sur les décors, le scale et tout, tu sentais la nécessité d'avoir des vrais décors sur lesquels on pouvait pas grimper qui bloquaient les lignes de vue. Ouais, alors attends, là tu vas un peu trop vite en besogne. Oui, vas-y. Pour te recontextualiser un peu le tout, déjà on a eu cette réflexion qui avait commencé il y a quelques mois, et on avait produit un épisode jamais monté malheureusement. C'est vrai. Juste avant qu'on soit embarqué dans le process de la bêta fermée MK4. Qui était une réflexion sur de l'importance des décors dans Malifaux, qui était un peu le troisième composant ou le troisième genre en fait, c'était la table. Et surtout en fait de l'impact qu'avait cette table, et en prenant beaucoup d'exemples, j'avais demandé pas mal de photos de tables, donc du coup M3E, avec des plus ou moins chargés en décors, des décors plus ou moins impactants, plus ou moins gros. On était entré dans tout un système même de pondération finalement des décors, parce que tous les décors ne se valent pas. On parlait de la notion de l'application, c'était quoi? C'était en M4, en M3E, 33% de la table? Oui. Qui était un tiers de la table qui est censé faire des décors, et finalement, souvent c'était pas le cas. Spoiler alert, c'était quasiment jamais le cas. Voilà. Là, finalement, cet épisode est mort-né parce que on a été embarqué dans la M4E, et l'un des changements principaux, le changement principal, c'est la M4E, parce que pour moi, tel que je le vois, l'un des plus impactants, c'est l'interaction avec les décors, le fait de rajouter un jeu qui se joue beaucoup sur la verticalité, et à quel point c'est prégnant, encore plus, d'autant plus que le Skim nécessite l'interaction avec des décors. Oui, complètement. Et en plus, ils ont donc supprimé les pénalités de portée quand on était sur les décors. Ils ont facilité le fait de monter. Avant, c'était inaccessible un décor taille 4. Maintenant, c'est facile parce que tu peux scale. Exactement. Et donc, en fait, et en plus, oui, t'as du cover si t'es en hauteur par rapport à quelqu'un. Et la hauteur n'empêche pas de skim. Tu peux skim sur une hauteur 4 si tu veux. Plein de choses comme ça, ce qui fait qu'en fait, la hauteur a changé énormément, le rapport à la hauteur. Ouais. Justement, l'idée, c'était un petit peu d'évoquer ensemble. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de recul, mais pareil, j'ai pas l'impression que... Alors, on a dit qu'on ouvrait peut-être les recommandations des décors en parallèle pour voir un petit peu ce que préconisaient les concepteurs du jeu. Tu es là? Oui. Donc, les recommandations étant, ils recommandent 45 à 65% de la surface doit être du terrain. Il est important d'avoir quelques terrains qui sont au moins hauteur 2 climbable et sur lesquels des modèles peuvent se tenir. Ils disent... C'est nécessaire en fait. Oui, c'est nécessaire. Ils disent entre 3 et 8. 3 étant plutôt le low-end, et c'est plutôt, une table désertique. Okay. Et 8, c'est genre une ville. Okay. Ensuite, ils disent que 3, c'est déjà pourri, parce qu'en fait, 3, ça implique que si jamais on est sur un tech de high ground, pour avoir les 2 points, il faut que tu aies le contrôle de la totalité de ces décors. Oui, mais donc ça veut dire que s'ils disent en fait, c'est pas applicable en l'état. C'est ce qu'ils préconisent, eux, c'est ce qui a marqué. Mais du coup, si c'est entre 3 et 8, ça veut dire qu'en gros, ils recommandent 5-6 en moyenne. 5-6 pièces, climbable, machin, en plus d'avoir des forêts, des nuages, des tonneaux, des barrières, ce qu'on veut. Et en ayant 45 à 65% de la table couverte. Et du coup, voilà, c'était un petit peu la réaction que j'avais, en ayant lu un certain nombre de rapports de bataille, et en ayant vu aussi un certain nombre de maps, quelque chose m'a sauté un peu au visage, c'était l'absence, finalement, de terrain qui n'était pas climbable et qui était bloquant. Parce que finalement, en fait, le coût aujourd'hui pour monter sur un terrain climbable est assez dérisoire. Et le sentiment que j'ai eu au cours des dernières parties que j'ai faites, c'était que le jeu, en tout cas ces tables, c'est même pas une question d'incitation, c'est plus en fait ne permettait plus de jouer sur la notion de ligne de vue pour se cacher. C'est-à-dire que on est passé d'un extrême à l'autre, de rien qui n'est climbable à tout qui devient climbable. Tous les décors de maisons ou de bâtiments deviennent par défaut climbable pour les joueurs. Et donc finalement,
Bien sûr, il va y avoir les forêts, donc cacher une ligne de vue, quoique, est-ce qu'une forêt, ça cache une ligne de vue quand t'es à 4 pas de hauteur? Il va y avoir les nuages qui vont bloquer une vue, mais il n'y a plus de gros décors central comme typiquement un muret ou une maison qui vont complètement en fait bloquer les lignes de vue et permettre d'affronter certains types de listes en jouant autour. Parce que finalement, il suffit de monter sur... tu prends un caster, tu prends un sniper, tu prends n'importe qui, tu le fais monter en fait en faisant un scale-up, ça n'a rien coûté, et il va être capable de voir la quasi-totalité du champ de bataille. Donc voilà, j'avais l'impression que les recommandations finalement sont assez restreintes, et on est passé du tout au tout, et j'ai l'impression que ça se fait un peu au détriment du jeu, parce que la table devient extrêmement accessible, là où elle ne l'était pas tant que ça en M3E. Typiquement en M3E, tu avais un couloir, il y avait une forêt à droite, un bâtiment non-climbable, parce que ça n'existait pas à l'époque, à gauche. Donc tu devais louvoyer dans ce couloir, ou tu devais faire le tour du bâtiment, ou tu devais te passer par la forêt si tu avais des tricks de mouvement. Là aujourd'hui, c'est extrêmement simple, tu as ce couloir au centre, tu as la forêt, c'est pas forcément obligé d'y aller. Si tu as juste envie de pouvoir commencer à interagir, à tirer, à voir, à faire du support, à faire une bulle quelconque, tu fais une montée, tu touches le bâtiment, tu scale up, et il y a quasiment aucun prix à payer. Voilà, c'était un peu l'état de ma réflexion, et je me disais en fait, est-ce que tu le ressens un petit peu de ton côté, Edouard? Ou est-ce que tu le crains? Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi que, étant donné que le coût a énormément baissé, c'est beaucoup plus facile, comme tu disais, de monter sur un décor taille 4, là où avant, en fait, un décor taille 4, dans la pratique, personne n'y montait, à part les créatures avec un leap ou un walk, un place ou un vol, fly, voilà. Aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut grimper, t'as plus de problème de portée, t'as plus de problème de ligne de vue. Les ombres sont de 2 pouces, donc si t'as que des gros bâtiments, tu peux te cacher pas très loin autour d'un bâtiment, puis à un moment t'es obligé de les traverser, et donc finalement, quelquefois, on se dit, ah oui, regarde, on a une map avec beaucoup de décors, et en fait t'as juste 2 niveaux de la carte, en sachant que le niveau d'en haut, tu peux voir quasi tout le niveau d'en bas, et donc c'est compliqué. T'as le fait qu'il y ait trop de décors, effectivement, donc en fait, tu vas en haut, et puis tout est accessible, tu vois tout, donc t'as aucun coup pour descendre. Coup pour descendre, c'est un PV, mais je pense qu'on s'en bat les couilles. Alors, en fait, ça bloque ton mouvement, mais au final, comment dire, tu fais 2 moves, tu t'es de l'autre côté, alors qu'avant, en fait, il t'en fallait beaucoup plus si tu voulais faire le tour d'un bâtiment. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile, en fait, à traverser. Et donc, je suis d'accord, c'est bien de mettre encore quelques bâtiments non climbable, ou en tout cas d'y penser, de pas faire des maps trop chargées en décor pour pas faire, en gros, 2 niveaux de cartes, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, c'est pas très intéressant assez vite. Et il y avait aussi un autre sujet qu'on discutait. Quand t'as beaucoup de décors trop proches, eh bien ça casse un peu certains schemes. Tu me disais que par exemple sur une partie, t'avais un décor sur 2 niveaux. En vrai, si t'avais 2 décors collés, ça aurait été pareil. Et en fait, l'adversaire avec un modèle a posé 2 schemes quasiment collés l'un à l'autre, et en fait, ça comptait comme 2 décors différents pour un Scout the Rooftops ou quelque chose. C'était ça, non, c'était un take de high ground, c'était contre la Mix Spanner, on a fait une partie la semaine dernière, et en fait, j'ai une maison, c'est un des décors, des gros décors officiels siglés Weird Games. Et du coup, typiquement, ça ressemble à un bâtiment qui est une espèce de gros cube, donc victorien, haut de 4 pieds, je pense, de haut. Et tout autour, il y a une sorte d'escalier qui fait le tour du bâtiment, montant jusqu'au premier étage. Ça ressemble vraiment à une passerelle, en fait. Ouais, qui ressemble à une passerelle, en fait. Et du coup, cette passerelle, sur une grande partie de sa longueur, elle est à une hauteur de 2. Et du coup, on avait oublié de bien le mentionner, on est passé un peu vite dessus. Et pour Expander, en fait, lui, c'était 2 hauteurs différentes. Donc une passerelle qui fait une largeur de 2 pas de large et peut-être 6 pas de long, à hauteur 2. Et juste à côté, le reste du bâtiment qui était à hauteur 4. Et à partir de là, en fait, Expander s'est pas posé la question. Il a eu l'initiative, il s'est déployé juste à côté. Le premier tour, il envoie 2 figurines, une sur la passerelle à 2 qui scalope, une qui va monter sur le bâtiment à hauteur 4. Que voilà, tranquillement, take the high ground. Et il a raison dans l'absolu, mais du coup, j'ai l'impression que du coup, on devrait peut-être réfléchir, parce que j'ai pas l'impression que ça apparaisse dans les recommandations, de se dire que, par exemple, pour de la prise de bâtiments, ou du contrôle de bâtiments comme
on disait scoot de rooftops, take the high ground, les bâtiments devraient être écartés à minima, je sais pas, de 4-5 pouces. En tout cas, lors de la définition de ce qu'est un décor en début de partie avec l'adversaire, avec éventuellement l'arbitre. Ouais, je suis d'accord. C'est pareil, si jamais t'as deux bâtiments qui sont reliés par une passerelle, supposons que ta passerelle elle est courte, elle fasse 3 pouces de long, ça veut dire que un modèle, il est sur genre 3 bâtiments, son bonhomme est à portée de 3 bâtiments. Si t'as un gros socle et genre que ton socle fait 2 pouces, t'es sur un pont de 2 pouces, ça veut dire que techniquement ton modèle se tient sur 3 bâtiments à la fois. Comment ça, attends? T'es sur un bâtiment? T'es sur une passerelle qui fait 2 pouces ou moins, t'as un socle 50. Non, parce que pour être sur un bâtiment, il faut sur n'importe quoi, il faut être à minima 50% de ton socle qui soit supporté. Ok, bah ça veut dire que si t'as collé sur une passerelle un bâtiment, tu peux quand même avoir 50% sur la passerelle, 50% sur l'autre. Oui, donc ton modèle peut être techniquement sur 2 bâtiments à la fois. Je pense qu'il faut être logique, faut être pertinent, là, faut choisir, en fait, tu peux pas être sur les deux à la fois. Eh ben, oui, mais techniquement tu peux. Et du coup, je me dis que... Non mais c'est ça. Est-ce qu'on a intérêt à faire des tables qu'on subdivise trop en petites passerelles, petits machins? Le problème c'est que si on le fait pas, bah, ça veut dire que tant que t'es sur un bâtiment, t'ignores les lignes de vue qui le traversent. Donc si t'as un trop gros bâtiment, et bah t'ignores trop de lignes de vue. Ou alors, est-ce qu'on se dit que bon, bah, on considère que les passerelles de moins de 2 pouces, c'est un bâtiment pour les lignes de vue, mais c'est pas un bâtiment séparé pour Skim. Tu vois, j'en sais rien, mais il y a peut-être un truc à essayer, expérimenter en fait, pour trouver c'est quoi le plus équilibré pour le jeu en fait. Ouais, ce que font beaucoup de tournois pour éviter d'avoir une contestation tardive, en fait, c'est simplement, alors ça implique plus d'organisation en amont. Et ça implique aussi de connaître en fait la composition de chaque table en amont, d'imprimer une petite photo de la table vue de dessus avec la légende en fait, et ce que fait exactement chaque bâtiment, et ça permettrait de dire bon bah voilà, les bâtiments qui sont éligibles pour ces deux schemes qu'on a évoqués, et bah c'est celui-là, et par contre les petites passerelles à la con qui sont techniquement possibles, qui sont de hauteur de 2 et qui font 3 pas de long, bah, vu qu'elles sont adjacentes au bâtiment, on considère que non, on peut pas les skimmer là-bas. Et je pense qu'en fait, c'est pas sûr, ça se trouve, ce qu'on raconte, ça va faire hurler des gens qui disent « Ah mais non, vous êtes fous, ça casse le jeu ». Et en fait, peut-être, mais du coup, je pense que c'est des discussions qui sont intéressantes à avoir. Et en vrai, je pense que ça serait intéressant de tester et que les gens n'hésitent pas à tester plein de dispositions et qu'ils n'hésitent pas à faire leur retour en disant bah, on a trouvé que ça marchait, on a trouvé que ça c'était un peu nul, etc. Ouais, mais il peut avoir un consensus, et moi je prêche un peu pour ma paroisse, je prêche un peu pour ce que je viens d'évoquer. J'aime bien les tables riches qui vont amener un gameplay diversifié et avec plein de possibilités en jeu. Mais on avait vu ce qu'on avait évoqué dans notre émission qui ne sortira pas chez nos amis américains, chez nos amis belges, notamment une propension aux tables désertiques avec des bâtiments gigantesques de 6x6 qui font 10 pas de haut, et à côté de ça, je pense les chiottes dans le désert, un cactus, et c'est tout. Ce qui, forcément, je pourrais dire c'est mal, c'est bien, c'est juste que forcément le gameplay va pas être le même, et tout l'équilibrage en fait du jeu ne va pas être le même. Voilà. Oui, je suis d'accord, et en fait, c'était globalement, on racontait que on peut le révoquer vite fait, mais que selon nous, les tables, il y avait plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y avait notamment la capacité de je vais y arriver, de tirer des lignes de vue, et qu'il fallait qu'en fait les tables puissent, dans une certaine mesure, bloquer des lignes de vue pour permettre de survivre au tir. Il y avait une notion de couloir de charge, et qu'en fait faire une table avec des couloirs de charge de 12 pouces de long, et ben en fait ça c'était pas forcément bien, et que de temps en temps c'était bien de casser un peu des lignes de charge pour pas qu'une figurine située au centre puisse charger sur la moitié de la table. Et il y avait notamment la question de la hauteur et de la gestion de ce que tu es capable de grimper ou pas. Et parce qu'on disait justement que avoir trop de décors trop haut, ça avantageait énormément certains crocs au détriment d'autres. Notamment quand t'avais un décor extrêmement haut sur lequel il y avait un emplacement stratégique. Et c'est ultra casse-couille parce que quelqu'un qui est obligé de dépenser 2 walls pour monter, c'est pas la même que quelqu'un qui leap ou fly, et du coup il s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça, il y avait des décors qui étaient plus ou moins impactants, et en fait tous les décors ne se valaient pas, et typiquement, effectivement, une forêt était un décor impactant parce que bloquait les lignes de vue, en plus d'être un terrain difficile, là où une rivière, en fait, souvent les rivières étaient gigantesques,
si on réfléchit en termes de surface couverte, bah oui, la rivière va pouvoir atteindre facilement 30%, parce que finalement, elle a 25 tuiles, et du coup, ça va faire 20% de la table serait une rivière. Par contre, vu qu'elle ne bloque aucunement les lignes de vue, il est très facile, en fait, de se mettre derrière la rivière et ne pas être beaucoup impacté par la rivière. Donne pas cover, donne pas concealment, tout ce qu'elle va faire, en fait, elle va avoir relativement peu d'influence sur la game. Et à contrario, une maison qui est donc la Babel ou un muret qui va être hauteur 2, qui est au centre, bon bah là, la ligne de vue étant bloquée, le cover étant octroyé, on peut décider de jouer autour, on peut essayer de louvoyer, on peut essayer de minder l'adversaire, ou justement ça permet de profiter encore mieux des plays, parce que du coup, bah, en fait, d'avoir un play, ça va pouvoir permettre d'ignorer ça, là où un walk oui, complètement. Si t'avais une barrière non climbable au milieu de la table, si elle était trop longue, un modèle qui marche, bah, il est obligé de se taper 4 mouvements pour faire le tour. Un modèle qui vole, il passe par-dessus, il s'en fout. Complètement. Et donc c'était un peu l'idée en fait de se dire bon bah sur ces 33%, essayons de voir une bonne pondération et d'avoir des décors impactants. Et bah, je pense que c'est toujours valide. J'espère en tout cas. Oui, d'autant plus même maintenant que les décors sont censés prendre plus de place sur la table, qu'il y a beaucoup de capacités de mouvement qui ont été réduites. Typiquement les unimpeded, avant il y en avait beaucoup plus, maintenant il y en a beaucoup moins. J'ai envie de dire qu'il y a moins de leap et de capacité de déplacement, c'est pas tout à fait vrai, en tout cas pas partout. Et le jeu est équilibré vachement différemment, et les décors sont plus importants qu'avant. Complètement. Et du coup, le problème c'est que c'est un vœu pieux, et de toute façon, ça va pas forcément influencer énormément tout le monde, parce que chacun fait en fonction de ce qu'il peut, des décors du club, des décors que l'on a fait chez soi, de ce qu'on peut crafter, parce que tout le monde n'a pas forcément le moyen de dépenser 300 € de décor, ou n'a pas une imprimante 3D à disposition. Forcément, mais tu vois, comme on disait, y a des choses qu'il faut peut-être réfléchir. Et tu vois, là où on se disait avant que tel décor... tu vois, par exemple, maintenant, un décor Take 4 très grand, ça déséquilibre beaucoup moins le jeu que ça le faisait en M3E. Oui. Par contre, maintenant, c'est un décor qui suffit pas mais tu vas monter dessus, en fait, ce décor. Oui. Donc, en fait, ça va juste... il va y avoir plus d'action qui va jouer sur le décor, mais ça va pas te contraindre à faire des choix sur jouer autour du décor. Ouais, et en plus, si t'as un décor trop grand... par contre, avant ça bloquait juste le mouvement, c'était chiant. Maintenant, ça permet de faire certains schemes trop facilement. Genre, imaginons que t'aies des grandes collines sur ta table, et t'as 3 grandes collines. Ça, on en parlait justement, on en avait parlé à un moment, et je crois que c'était Galactica qui avait fait des collines pour pouvoir débloquer rapidement son club, jouer à la M4E. Et c'est vrai que avec du polystyrène, c'est pas cher, c'est rapide, c'est efficace. Mais du coup, effectivement, en fait, aussi tiqué dessus. Faire des petites collines, c'est bien. Faire une énorme colline, ça fait que t'as un décor, par exemple, pour un Scoot the Rooftop ou un machin, qui est immensément trop grand. Personne va jouer dessus, va jouer autour. Les gens vont juste monter dessus, ça va être une grande plateforme, Baston va se faire dessus, oui. Et ça ne donne pas, pour moi, ça n'offre pas une diversité de gameplay incroyable. Non, là où, par exemple, faire des plus petites collines, au contraire, ça force à soit... jump, encore que le jump, ça rend le jeu trop fort si on met trop de décors, mais ça c'est ce qu'on disait, faut pas en mettre trop. Et pas hésiter à mettre des forêts, pas hésiter à mettre de l'impassable, pas hésiter à mettre... comme on a vu sur certaines tables... de mettre des décors aussi en hauteur, mais avec un truc par-dessus, genre une forêt en hauteur. Yule a imprimé, donc Yule qu'on embrasse en passant, j'ai vu chez lui, il avait imprimé des décors Essential Terrains, donc je ne peux que recommander, donc c'est un sculpteur 3D trouvé sur ma miniature factory, et ces décors c'était je crois un lac flottant, donc un peu un truc genre high fantasy, avec une étendue d'eau qui était sur un rocher qui était en train de léviter à 2-3 mètres de hauteur, et du coup ça peut être marrant parce que là on commence à avoir un décor qui est climbable, mais qui n'est pas que climbable, finalement c'est un terrain difficile, on pourrait imaginer, je sais pas, tu vois, une maison qui est en feu, un truc un peu marrant, donc un truc genre Hazardous climbable. Oui, complètement. Plus concealment, éventuellement, plus blocking. Ouais. Ça pourrait être un truc marrant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que les Hazardous donnent. Parce qu'avant, un Hazardous, par exemple, donnait un feu, et on se disait, ah oui, mais c'est craqué dans les crocs qui stack le feu. Maintenant, ça ne se stack plus.
l'essentiel du temps, il faut gagner le marqueur, ou alors il faut que ce soit un marqueur allié pour qu'il y ait des effets. Et en fait, quand on prend un marqueur d'un hasard 12, il est forcément considéré comme ennemi au crew qui le déclenche. Donc, ça vaut le coup de rejouer avec beaucoup de décors hasard 12 pour voir comment ça impacte le jeu. Et en fait, je pense de partager des ressentis. Parce que même si les gens disent « moi ça me semble craquer, moi ça me semble machin », je pense que c'est important d'avoir de l'expérience. Et d'ailleurs, si ça te va sur les terrains, je veux bien terminer là-dessus. Attends, sur la partie terrain... Ouais, est-ce que t'as encore des choses à dire? Non, rapidement, je me disais ça pourrait être amusant si à un moment on se chauffe, surtout que je pense qu'il y a beaucoup de bons pentes dans la communauté, beaucoup de tables qui vont être amusantes, d'avoir un petit channel les tables, et les gens en fait qui partagent un petit peu les décors, donc un peu leur méta, sur quoi ils jouent, et leur ressenti. Et de voir les différences entre les différents clubs, ou à un moment, imaginons quelqu'un qui tente un petit peu des trucs, ce qu'on a évoqué, avec des combinaisons de types de terrain, et avoir un retour d'expérience là-dessus. Ouais, carrément. Je suis chaud, faudra que si un modérateur entend, ou alors on fera une petite demande officielle sur le Discord. Et tu veux dire... Oui, et du coup, pour conclure, en fait, c'était sur l'expérience et le ressenti. En fait, on arrive à un moment où je suis sûr que beaucoup de gens ont envie de donner leur ressenti sur la bêta. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, ont une idée de quel crew est fort, quel crew est pas fort, quel mot-clé est bien, etc. Et en fait, je pense que c'est... Oui. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est prévu une tier list du top 10 crew. Voilà. Définitive, bien évidemment. On a la science infuse, on sait maintenant que c'est les meilleurs. Non, mais en fait... Ça restera jusqu'à la fin, jusqu'à la MK5 on a dit. Hein. Tu vois, même si dans cet extrême, je pense que c'est important qu'en ce moment, en tant que communauté, on s'autorise à prendre le temps. On n'est pas obligé d'avoir pendant 2 mois de tactica, de tier list, de trucs comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer, tester les masters, partager notre expérience, et en fait prendre le temps juste de partager sans forcément dire ça c'est bien, ça c'est fort. Parce qu'en fait, même s'il y a quelques joueurs qui ont beaucoup de parties et qui sont capables de dire ah oui mais moi j'ai joué 3 fois toute ma faction, ça c'est bien, ça c'est nul, en fait je pense que c'est peut-être bien tu vois, de le garder pour eux. Pas que c'est pas intéressant, mais en fait laisser vraiment les gens faire des expériences, tester des trucs, prendre le temps, pas courir après un tactica ou une tier list, éventuellement poser une question sur je comprends pas la mécanique du crew, mais vraiment que tout le monde prenne du temps pour s'amuser en fait, teste des trucs et réfléchissent pas forcément à c'est quoi le truc le plus craqué du moment ou c'est quoi la méta. Voilà, expérimente le jeu, expérimente ce qui eux les amuse en plus de ce qui leur semble fort ou pas. Et juste partagez vos expériences, partagez beaucoup, et n'hésitez pas à commenter ce que font les gens, mais sans forcément dire vas-y ça c'est ma liste et maintenant joue ça, tu vas voir c'est bien. Complètement. Et surtout que là, faut profiter du fait que le ressenti que j'ai, c'est que le jeu est alors on retrouve quand même des mécaniques qui préexistaient, mais a tellement changé que en tant que joueur confirmé, on va dire, de Malifaux, je ne suis pas certain que mon expérience en M3E m'apporte une énorme plus-value en fait par rapport à des joueurs peut-être plus débutants qui sont arrivés à la fin de la M3E ou qui courent avec la M4E. C'est un bon moment justement pour tester plein de choses et pour découvrir en fait. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant d'arriver à découvrir un petit peu une façon de jouer un crew ou un setup où ça marche bien, ça marche correctement, un type de scénario, un type de table ou juste un contre en fait qu'on n'avait pas anticipé et qui valide en fait quelque chose qu'on avait imaginé à un moment en amont. Ouais, et ce qu'on disait c'est que même notre lecture du jeu est ultra biaisée. Ouais. Parce que par exemple, on en parlait un moment entre nous, en M3E, le walk était une action nulle. Si votre master devait faire un walk, vous étiez pas content. Forcément, quelquefois, vous aviez pas le choix. Oui. Mais en gros, c'était une action à très faible impact. Parce que on avait envie de se déplacer autrement, de se faire ride with me, de se faire machin. On avait envie de se faire pousser. Et en fait, c'était une action perdue, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de capacité de déplacement des potes, ou en tout cas, ça coûte plus cher souvent en ressources. Et le walk permet de scale.
Donc en vrai, la valeur de l'action et son impact sur le jeu a énormément changé. Un peu changé, pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains réflexes, et ça c'est un réflexe très bateau pour que tout le monde le comprenne, mais on va dire que notre estimation de qu'est-ce que c'est une bonne action, c'est quoi une action à fort impact, à faible impact, est forcément un peu différente. Surtout que maintenant le jeu se joue en moins de tours. Finalement, on n'a pas beaucoup plus de modèles dans les listes, parce que dans la théorie, oui, mais dans la pratique, j'ai pas joué contre beaucoup de listes très populeuses. C'est toujours 9-10, on va dire, entre 8 et 10. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on a moins d'actions pour marquer des points. Et comme les points, faut les marquer tôt, faut qu'on soit assez explosif souvent dans nos déplacements. Et le jeu, en fait, nous fait payer beaucoup plus cher nos ressources. Et donc, en fait, c'est le feeling du jeu, même si on retrouve les mêmes sensations, est assez différent. On va dire plutôt un mauvais choix de placement au tour 1 va coûter beaucoup plus cher, parce qu'en fait, finalement, là où tu pouvais imaginer un moment en replacement en M3E qui te permettait de marquer au tour 5. Ouais, là tu te replaçais, tu prenais le temps. Aujourd'hui, alors même si tout le monde est plus rapide, je suis pas certain que ça se compense. Ouais, il n'y a pas les ventres mous des tours 3, 4 de la M3E, où en fait l'esquive était soit marquée, soit on tuait pour marquer plus tard. Préparé, ouais, de toute façon. C'est ça, et on préparait les coups de fin. Là, c'est beaucoup plus... faut avoir plus d'impact chaque tour. Et donc, en fait, faire attention. Et moi qui joue arcaniste, ce que j'ai dit après une partie avec Sol, c'est qu'en fait, ma faction a beaucoup changé, et là où en fait le placement n'était jamais tellement un problème en 3ème édition, en 4ème, ça le devient beaucoup plus. Là, j'ai joué Sandip qui a beaucoup changé, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Faut plus réfléchir au placement, enfin bref. Et donc, en fait, les sensations de jeu changent. Et du coup, je pense, c'est le bon moment pour tester, pour expérimenter, et pour prendre le temps, pas courir après les tier lists et les tactica, pour que chacun puisse expérimenter. Ça veut pas dire que le tactica ne sert à rien, je pense que ça sera extrêmement bien, mais je pense qu'on peut s'accorder quelques semaines pour découvrir le jeu à notre rythme et qu'on prenne plaisir en fait à découvrir les nouveaux trucs de l'édition. Mais ce qu'on avait évoqué en fait à un moment, pour moi l'important c'est en fait c'est compliqué de théoriser un jeu comme Malifaux au sens où il se base énormément sur ton expérience, il va valoriser beaucoup d'expérience et comment dire, en M3E, je pense que ce sera pareil en U2. La différence entre un joueur, pour moi, un novice et un joueur un peu plus confirmé, c'était à un moment le fait de pouvoir avoir suffisamment d'expérience pour savoir la valeur d'une action, savoir la valeur d'un modèle, la valeur d'un mot-clé, arriver à se faire une sorte de maître étalon mental basé sur l'expérience, basé sur plein de scénarios différents, sur plein de parties différentes, de quelles actions étaient worth it, quelles actions faire à tel moment, quel point contrer, à quel point attaquer, à quel point, tu l'as évoqué je crois dans le premier podcast, le rôle un peu, arriver à comprendre c'est quoi ton rôle et à comprendre un petit peu le tempo de la partie. Et j'ai l'impression que tout ce savoir un peu en game magasinant en M3E, vu que la balance d'équipe du jeu a été quand même pas mal modifiée, moins de tours, des figurines qui sont plus rapides, un jeu qui est censé être plus nerveux, une façon différente de scorer, une façon différente de skimmer, des crews qui ne jouent plus de la même façon, avec des comptes qui ne sont plus les mêmes, la disparition aussi de beaucoup de contres, font que très difficile en fait d'évaluer la valeur d'une figurine, pas dans l'absolu, mais enfin appliqué en fait au nouvel environnement dans lequel on est en fait. Exactement, avec le nouvel équilibrage et surtout par rapport à une figurine similaire mais que tu pourrais trouver dans un autre crew, dans la faction ou hors faction. Et plus généralement, déterminer la valeur d'un crew, ce qui va pas être évident. Ouais. En fait, ce qu'on avait discuté dans l'ancien podcast, c'est la notion d'attaquant-défenseur, et du coup, c'est est-ce que, par exemple, dans une situation donnée, j'ai intérêt à bloquer mon adversaire, ou est-ce que j'ai intérêt à marquer moi? Et en fait, ce genre de questions se règle souvent en se disant, ok, si la partie continue sur le même rythme, qui gagne, moi ou l'autre? Si c'est moi, j'ai intérêt à faire continuer comme ça, si c'est l'autre, il faut que je perturbe le cours de la partie. Et en fait, ça, pour avoir l'idée de qui est censé faire quoi, il faut que tu connaisses à peu près le crew en face, ton crew. Par exemple, j'ai joué contre Sol qui jouait des minions qui étaient capables d'avoir 3 actions par tour, voire 4, parce qu'ils pouvaient avoir une attaque gratos sur un de leurs triggers.
Et en fait, quand tu joues contre 3 minions comme ça, tu peux pas te dire bah je marque parce que mon adversaire a plus d'actions que moi pour me deny et marquer. Et donc en fait, il fallait que je me dise ah ok il a ça, donc moi il faut que j'agresse et que je tue ces minions parce qu'il a un crew très fragile. Et en fait, ce genre de connaissances nécessite, ce genre de stratégie nécessite beaucoup de connaissances que les gens n'ont pas. Et comme beaucoup de crews ont changé, beaucoup de factions ont changé, beaucoup de, comme on disait, la valeur, le gameplay et même la valeur intrinsèque de certaines actions a changé, c'est difficile à estimer. Et ça va venir avec l'expérience et avec ce qu'on appelle la connaissance globale du jeu qui est partagée par tout le monde via Discord. Et la découverte progressive de la méta. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est un peu simplement le sens du jeu en fait. Tu fais un moment commence à avoir ce sens en fait qui se fait, que tu vas aiguiser au fur et à mesure de tes parties. Mais c'est pas évident à théoriser, c'est pas forcément évident à expliquer, mais je pense que toujours confirmer à peu près de quoi on parle. Et du coup, pour moi, on l'avait évoqué rapidement, mais on fera sûrement des tacticas sur les masters qui nous amusent. On a quand même identifié quelques-uns qui ont pas mal de potentiel, pas mal de profondeur. Mais aujourd'hui, on se fait pas confiance en tout cas pour arriver à avoir un avis définitif et suffisamment nuancé pour lire une analyse de qualité. Complètement. Oui. Et donc c'est pour ça, prenons le temps. C'est un peu le message que je voulais faire passer. Et surtout qu'on est dans une V0, on sait qu'il y a beaucoup de choses de déséquilibrées, on sait que ça ira mieux dans un an. Oui. Donc là, on est encore dans une phase où on est en train de polir le jeu. Et c'est pas grave. Et comme disait dans un podcast que tu as montré de Rage Quit Wire, il disait que forcément il y a des trucs plus faibles, mais c'est impossible pour un éditeur de jeu de voir un jeu parfait où 9 masters par faction, enfin 8 masters par faction sont tous totalement équilibrés. Donc oui, c'est normal, c'est pas très grave, c'est le cours des choses. On pourrait continuer longtemps, moi j'aimerais bien à un moment me dire est-ce qu'on pourrait pas se baser sur des stats. Alors malheureusement, je suis sûr qu'on a une masse critique, mais je me demandais dans quelle mesure on pourrait croiser les stats Longchamp avec les stats de l'application et de voir à un moment si, alors je dis pas d'arriver à aller au pouillème près, mais sur un très court de partie, imaginons si on arrive à donner ça sur 6 mois, c'est-à-dire des masters qui sont soit très peu soit avec des win rates très très bas. Ça, je pense, ça va se faire. Ouais, quand on encore, c'est très restrictif. Est-ce que c'est sur le marché US? Oui, sûr. En fait, parce que... alors, c'est assez mondial pour 2 trucs. Déjà, parce que les gros tournois, genre la Pologne, l'Angleterre, machin, le choucroute, sont dessus. Donc, en fait, c'est des gros tournois avec ça. Et d'autre part, tous les événements des Malifaux World Series sont dessus. Et là, ils ont commencé à lancer leur premier événement 4ème édition. Et souvent, ils en font genre un tous les mois et demi. Okay. Et donc en fait, dans l'année, t'en as quand même un certain nombre qui regroupe des joueurs d'un peu partout dans le monde, c'est plusieurs dizaines de joueurs à chaque fois. Ouais. Et donc tu vois la méta internationale, qui est souvent pas la même exactement que la méta française, mais en tout cas, ça permet de faire des stats et de voir si, par exemple, certains masters sortent, ou certaines factions sortent carrément du lot. Ça serait hyper intéressant, et d'avoir un petit site qui agrège tout ça de façon publique. Alors je sais que je crois Longchamp demande un abonnement ou une sorte de contrepartie financière pour accéder aux stats. En vrai, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Si c'est de l'ordre de 1 euro par mois, on pourrait le faire. Ce serait amusant, ça, de faire un petit outil d'agrégat de stats et voir l'évolution. C'est marrant, ça. L'évolution de la méta. Non, mais littéralement, l'évolution de la méta, si on a les stats Longchamp, on peut voir un petit peu sur, là, on est au tout début de la M4E, sur 1 an, si la méta a évolué sur winrate. Et on regardera, on verra s'il y a des clés API ou quoi. Mais ceci étant dit, ça dépasse un peu le cadre de cette première émission. Et en vrai, je pense qu'on peut s'arrêter tranquillement là. Ça peut être pas mal, effectivement. On est à 45 minutes d'enregistrement à peu près. Ça va être un peu coupé, mais ça sera un format accessible. Je lance un appel s'il y a des gens qu'on aime bien. Non. Comment tu définis les gens? On veut des noms. Tout le monde. Non, en vrai, si des gens veulent venir parler, mais du coup, le jeu, ça serait de venir parler avec nous. Pas de ce que je pense du jeu et de la péta ou de ma faction, mais en vrai j'aimerais vraiment que des gens viennent parler d'expériences qu'ils ont. Mais ça peut être sur des schemes, ça peut être sur un master, mais plus je sais pas, sur un gameplay. L'idée c'est pas de faire les tactica, mais c'est de dire voilà, moi j'ai joué ça, et je trouve que telle partie du jeu c'est important d'y réfléchir, et vraiment tu vois des sujets pour partager un peu de la connaissance et de l'expérience. Et c'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire pour que les gens puissent en gros se lancer dans la nouvelle édition avec peut-être une autre manière de raisonner,
et prendre en compte certains paramètres dans leur partie. Ouais, parler des schemes par exemple. J'ai l'impression que beaucoup de gens maintenant commencent à avoir des schémas favoris de schemes. Oui, et peut-être des schemes en fait que personne n'a envie de prendre. Il faudrait voir le pick rate en fait des schemes. Oh, ça serait intéressant ça aussi. Ouais, mais ça les gens le font à l'échelle des tournois, parce que les tournois essaient de mettre tous les schemes jouables, mais il faut en agréger beaucoup pour que ça soit pertinent. Enfin bref, en tout cas, si vous voulez venir parler d'un sujet de ce genre, avec grand plaisir. Et par contre, faut faire court. On se prévoit genre 20-30 minutes max. Et puis voilà. Et bien, à bientôt, si on garde la motivation et la foi de faire le montage audio. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Profitez de la M4E. Ouais. Faites-vous vos propres avis. Testez, ratez, retestez. En vrai, vous pouvez râler. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on peut tester n'importe quoi. En vrai, une fois sur deux, quand on fait des parties, on joue à hard counter à l'adversaire et personne n'est au courant parce que personne connaît les match-ups. Donc vous inquiétez pas, les parties sont courtes, c'est pas grave. Testez des trucs. Salut à tous! Salut.